Petit Hirschsprung deviendra grand. Le podcast qui vous parle de la maladie sans filtre et dans toutes ses formes. À l'écoute des familles et des soignants. Cette chaîne est là pour vous raconter les histoires des plus atypiques aux plus simples. Alors, on vous laisse avec ce récit qui, on l'espère, résonnera en vous. Petit Hirschsprung deviendra grand. Dans cet épisode, nous accueillons Sylvie Touzé, la fondatrice de l'association Rire et Tapage chez les Hirschsprung, une figure incontournable du monde Hirschsprung. Sylvie, c'est une grande dame, une force tranquille qui a rencontré la maladie de plein fouet, comme nous tous d'ailleurs, mais qui a choisi de la transformer et de passer de l'obscurité à la lumière. Là où beaucoup ne voyaient que l'averse, elle apporte le soleil. Là où les témoignages ne parlaient que de douleur, elle a ouvert un chemin d'espoir. Avec une authenticité rare, elle a décidé de faire avancer les choses. Elle a construit une communauté soudée, bienveillante, portée par son immense cœur. Chaque geste, chaque action, chaque victoire, petite ou grande, était infusée d'amour, de joie et d'une détermination hors du commun. Et cette communauté, Sylvie ne l'a jamais considérée comme un simple groupe. C'est sa famille, son 4e bébé, ses amis, ceux qu'elle a accompagnés, soutenus, rassurés et qui ne se sont tant reposés sur elle. Aujourd'hui, Sylvie passe le flambeau à Florie Becerra, qui, elle aussi, est d'ailleurs cofondatrice du Petit Hirschsprung deviendra grand. Un passage rempli d'émotions, le cœur un peu lourd, parce que la vie lui a ouvert un nouveau chemin. Mais une chose est certaine, elle restera l'ombre protectrice de cette association qu'elle a portée si haut, elle ne sera jamais loin, jamais vraiment absente. Un épisode hommage lumineux à la hauteur de celle qui l'a inspirée. Aujourd'hui, on accueille donc Sylvie Touzé, qui n'est pas une invitée des moindres, puisque c'est la fondatrice de l'association Rire et Tapage chez les Hirschsprung. Merci de m'accueillir, merci de cette invitation. Eh ben, c'est avec grand plaisir. Hein. Tu sais, on attendait que ça de t'écouter. Alors, je vais te laisser te présenter ton nom, ton prénom, ton âge et d'où tu viens. Et ensuite, on va attaquer sur les choses sérieuses. Ah, parce que mon âge, c'est pas une chose sérieuse. Ah bah, c'est toi qui le dis, c'est bien. Allez, donc je suis Sylvie Touzé, j'habite à côté de Royan et j'ai 55 ans, voilà, et je suis maman de 3 enfants, voilà. Ok. Et c'est mon 2e enfant qui est concerné directement, c'est avec sa naissance à lui, en fait, qu'on a fait connaissance aussi avec la maladie du Hirschsprung, voilà. Eh Je oui. ne connaissais pas. D'accord, ok. Et donc, ton enfant qui est atteint de la forme courte, Oui, si je c'est comprends ça. bien. Oui, c'est ça. Raconte-nous un petit peu l'histoire, enfin la grossesse, etc. C'était bien passé à la base avec La grossesse s'est super bien passée. Il n'y a pas eu de soucis en particulier. J'étais hyper stressée sur la fin, mais sans savoir en fait pourquoi. Et ce qui était fou, c'est qu'en fait, je rêvais quasiment la dernière quinzaine de ma grossesse. Toutes les nuits, je faisais le même cauchemar. Je me réveillais parce que j'étais dans un bloc opératoire et j'avais le ventre ouvert en deux. Et je ne savais pas pourquoi. Et en fait, tout le monde a pensé que probablement j'avais une espèce d'inspiration comme ça, une espèce de comment dire, de pressentiment que j'aurais une césarienne. En janvier, j'ai accouché. Je n'ai pas eu de césarienne. Ah bah, déjà, donc, ça c'est déjà, pas mal. C'était sympa. Et là, tout le monde m'a dit, alors tu vois, ton cauchemar, finalement, c'est rien du tout. Sauf qu'en fait, moi, j'étais toujours pas bien. Et le jour de... mon fils est né à 5 heures du matin et toute la journée, en fait, j'étais pas bien, mais je savais pas exprimer pourquoi. Et lui, il dormait. Le lendemain, l'obstétricienne qui me connaissait bien vient me voir et me dit, finalement, il n'y a pas eu de césarienne, etc. Je lui dis, non, mais je sais pas, c'est très bizarre. Et 3 jours après, ça s'accélère, puisqu'en fait, bébé commençait à vomir ses selles. Voilà, et là, on se retrouve en réa, etc. Et là, on nous parle de 2 possibilités, de pathos, soit la maladie de Hirschsprung, qu'on ne connaissait pas, soit une mucoviscidose, qu'on connaissait, malheureusement, mais du coup, on ne savait pas trop, voilà. Et c'est là qu'en fait, j'ai réalisé que ce cauchemar est revenu, en fait, et je me suis dit, en fait, c'était pas mon ventre à moi que je voyais. Le problème dans ces cauchemars, c'était pas sur moi, c'était sur mon fils. Incroyable. Ouais, c'est assez fou, et donc, on a fait, bien sûr, comme tout le monde, une biopsie. Et puis, 1 mois après, les résultats sont tombés. Le jour de ces 1 mois, on nous a dit, voilà, c'est la maladie de Hirschsprung. Ah, ok, super. Quand tu apprends ça, donc là, on t'annonce la maladie de Hirschsprung suite aux résultats. Et ça a été quoi, toi et papa, d'ailleurs ? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
Alors, c'est la catastrophe, c'est la douche froide, parce qu'on ne connaît pas cette maladie du tout. On ne sait pas quel est l'avenir. On ne nous en parle pas non plus. Et du coup, on imagine le pire, en fait. Et on est super solitaire parce qu'on est dans un département. À l'époque, on n'était pas en Charente-Maritime. On est dans un département qui est assez éloigné, qui est assez reculé des grands centres, etc. Et on n'est pas du tout informé, on rencontre personne. On a l'impression qu'on est les seuls dans notre département à être concernés par cette pathologie. Et c'est assez terrible parce que on est effondré et on ne sait pas en fait vers qui se tourner à ce moment-là. Ensuite, il est opéré quand il a 3 mois, donc cette forme courte. Ça se passe bien, c'est la journée la plus longue de notre vie. C'est super dur, comme pour tous les parents. Quand son bébé est au bloc, c'est juste c'est interminable. insupportable, interminable. Puis avant que lui revienne, en fait, le chirurgien remonte et vient nous voir en nous disant il est en salle de réveil, ça s'est très très bien passé, vous inquiétez pas. Enfin, vraiment, et on a un rapport avec lui. Au début, ça s'est pas bien passé parce qu'il semblait assez froid, etc. Et en fait, c'est quelqu'un d'hyper compétent. Et on a pu découvrir avant même l'opération que finalement, c'était quelqu'un qui était vraiment connecté avec les enfants, avec les bébés, et que les adultes, c'était pas forcément son dada, en fait. Voilà. Bon, voilà. Lui, il s'occupait vraiment de la partie mécanique. Et puis voilà. Après, la com avec les parents, c'était pas forcément génial. Mais on C'est au CHU de Bordeaux, du coup? Non, c'est à Reims. À Reims, d'accord. Au CHU de Reims. Et en fait, au fur et à mesure des consultations, on lui est un petit peu rentré dedans en lui disant bon, nous, il faut nous parler. Il faut aussi nous parler de ce qui va se passer après. À ce moment-là, ce qui nous importait, c'était pas de savoir d'où ça venait. En fait, parce qu'il nous disait, faut pas vous culpabiliser, vous n'avez rien fait de mal pendant votre grossesse. Mais etc. c'est pas ce que toi tu voulais. Bah non, pas du tout. Exactement, c'est pas ce que je voulais. Et moi, je lui disais, mais moi, je sais que j'ai rien fait de mal, en fait. Enfin, voilà, je sais aussi que malheureusement, c'est pas parce qu'on fait tout bien, on fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à pas fumer, à pas faire ci, à pas faire ça. On peut transmettre tout un tas de choses à ses enfants et c'est pas du fait volontaire, donc moi j'avais aucune culpabilité par rapport à ça. Et ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était pas de savoir d'où ça venait. Ce qui m'intéressait de savoir, c'était comment on en sortait. C'était surtout ça, en fait. Oui, et ça, je pense que c'est la bonne stratégie. Ouais, parce que ça sert à rien de se dire ah mais pourquoi, comment. Non, on s'en fout en fait. C'est comment on sort. C'est quoi la suite? Comment on sort de ce truc-là, quoi? Parce qu'à ce moment-là, on pense qu'on va en sortir, en fait. Oui, en fait, il passe au bloc, tu dis bon, allez, ça y est. Possiblement, ça y est, c'est passé. D'ailleurs, quand on t'a expliqué la première fois ce que c'était la maladie de Hirschsprung, est-ce que tu te souviens des mots? Est-ce que ça résonne encore en toi? Parce que je sais que c'était il y a quelques années, mais comment on t'a expliqué la maladie? C'est-à-dire qu'en fait, ça a été très simple comme explication. On nous a dit, voilà, il y a une partie de l'intestin qui est restée à déterminer à ce moment-là, qui finalement marche pas. Il n'y a pas d'électricité. Tout simplement. Okay. Donc les selles n'avancent pas, donc ça fait des occlusions et donc il faut simplement couper en haut, en bas, et on enlève cette partie-là et ça repart. Du coup, quand on te dit ça, tu te dis bon, passe au bloc et puis et puis on n'en parle plus. Voilà. Sauf que non. Évidemment, comme tu le sais, non, c'est pas si simple. Alors c'est pas si simple, mais à la fois dans cette histoire, on a aussi la chance d'être concerné simplement par une forme courte et sans autre difficulté particulière. Tout s'est bien passé du premier coup. Donc bon, effectivement, on est quand même chanceux dans cette histoire, mais on est quand même toujours tout seul. Oui. Et puis lui, il grandit, notre fils grandit, et surtout moi, en fait, parce que mon mari, finalement, lui, voilà, c'est bien, c'est fait, il voit que le petit va bien, il voit que le petit grandit et qu'il se développe tout à fait normalement, comme les autres. Donc, c'est bon, c'est que oui, ok, on va peut-être avoir un petit peu des petits soucis sur l'apprentissage de la propreté, ou des choses comme ça, mais voilà. Moi, j'ai plus d'inquiétude. Alors, peut-être parce que je suis une maman, peut-être que c'est plus de caractère, mais voilà, j'ai un petit peu plus. Et puis, le temps passe. Rapidement, je suis enceinte d'un 3e enfant. Et c'est l'extérieur qui me pose la question. Et si ce futur bébé a la même maladie, qu'est-ce que tu vas faire? Et si il y a la même maladie, mais en pire, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, en fait, je suis super sereine. Et je leur dis, mais en fait, non, parce que je vis une grossesse super épanouie. Et non,
Non, ça va me réconcilier au contraire avec la maternité, avec la naissance, etc. Et tout ce que la maladie m'a volé à la naissance de mon deuxième enfant, eh ben, je vais pouvoir le rattraper à la naissance du troisième. Ce qui est le cas, effectivement. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est là que j'ai une césarienne finalement. Mais ça n'a rien à voir avec Hirschsprung. Voilà. Donc là, Pardon. finalement, tu vois, t'avais des rêves prémonitoires. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les rêves de Avec 2 ans quelques avant, années, mais... voilà. 2 ans avant, j'avais déjà fait des cauchemars. Ça allait finir en césarienne. Et d'ailleurs, la grossesse pour le troisième, la troisième, impeccable. du coup. Ouais, Ouais. ouais, impeccable. Non, non, rien du tout. Enfin, le rêve, vraiment. Pas de cauchemar. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ok. De la sérénité complète. Et puis, malgré tout, c'est là que je me dis, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de rencontrer, j'ai besoin d'entendre la parole de famille, en fait. Ouais. Les gens directement concernés et plus du personnel médical. Et pourtant, toi, à ce moment-là, ça se passait merveilleusement bien avec ton Oui. deuxième. Oui, Ok. oui. Aucun problème au niveau de l'apprentissage de la propreté, tout se passe bien, dans les délais absolument classiques, normaux. Il n'y a même pas, quand j'ai la troisième, en fait, lui, mon fils, il a 2 ans, un peu plus de 2 ans. On pourrait se dire, il va peut-être être jaloux, il va peut-être y avoir un problème, les couches, les machins. Non, pas du tout. Lui, il est très content, il a sa petite sœur, tout se passe bien, voilà. Et vraiment rien, il fait son entrée à l'école. J'ai un peu de crainte par rapport à ça, à me dire, mince, comment ça va se passer, le passage aux toilettes, la collectivité, mais pas... Enfin, Ouais, en même pas temps- au point de te faire des cauchemars. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai quelques interrogations, mais c'est tout. Mais j'ai surtout envie de rencontrer d'autres gens. Cette envie de rencontrer d'autres gens, c'est quoi? C'est de te dire, j'ai envie de savoir comment ça se passe Ouais. ailleurs. Ouais. Enfin, c'est la curiosité qui t'attire Oui, dedans. c'est la curiosité. Ok. Et c'est dire, ils sont comment, en fait, ceux qui, bébés, ont été opérés de la même chose que lui? Ils sont comment quand ils ont 10 ans? Ils sont comment quand ils ont 20 ans? Et ils sont comment quand ils sont adultes? Et c'est vraiment... et je suis toujours pas intéressée par ce qui s'est passé, comment ça a pu arriver, en fait. Toujours pas. Et donc, j'arrive... alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que mon fils est né début 2007. Oui, voilà, c'est ce que j'avais loupé, donc 2007, ouais, donc c'était quand même il y a quelques années. Oui, et c'était aussi un moment où finalement, c'est le tout début des réseaux sociaux. Et moi, je suis pas accro, je suis pas intéressée par ça. Donc, j'essaie de chercher, je vois des forums, je vois qu'il y a une association qui parle de ça, etc. Mais j'arrive pas vraiment à les contacter. À te projeter. Non. Ça, voilà. Et puis, il n'y a rien sur place, il n'y a rien autour de chez moi et tout est loin. Et donc, finalement, je finis par arriver sur le réseau Facebook en me disant, bon, a priori, tout le monde est là-dessus, peut-être que je vais... Voilà. Et là, effectivement, je rejoins un groupe d'échange qui est le groupe de cette association historique. Donc, je commence un petit peu... Alors, je lis beaucoup. Je parle peu, je suis pas du tout active. En fait, je suis beaucoup en lecture. Dans l'analyse. Dans l'analyse, etc. Mais j'arrive pas trop à trouver des réponses. Enfin, rapidement, je m'aperçois que ça me correspond pas. Que humainement, ça me correspond pas. Que c'est pas ce que j'attends, en fait. J'attends du positif. J'attends pas des larmes, j'attends pas de la résignation, j'attends pas... non. Voir comment les personnes ont pu sortir de cette tourmente, finalement. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, dans ce groupe-là, j'ai l'impression qu'il n'y a que les gens qui rencontrent toujours des problèmes. Alors, soit des formes... donc, j'apprends qu'il y a plein de formes. J'apprends, finalement, effectivement, j'aurais pu avoir un troisième enfant atteint vraiment Enfin, il y avait quand même beaucoup de chances que ça arrive, que je ne pensais pas. Je pensais que vraiment... C'était un film. Chance, ouais. Ouais, vraiment. Et en fait, là, dans ce groupe, il y a que des gens où ça pleure, où c'est ouais, mais non, mais nous, il n'y arrivera pas, et non, nous, on n'y arrive pas, et où les parents sont complètement submergés, noyés, anéantis, et que ça tire pas les enfants vers le haut, vers le soleil. C'est ça qui me manque. Et donc, à un moment, je commence à parler en disant, OK, mais ils sont où les gens qui vont bien? Parce qu'il y a forcément des gens qui vont bien. Ça doit leur faire peur. En fait. Mais comment ça, des gens qui vont bien? Voilà. Et c'est vrai que c'est toujours la même histoire. Tu sais, quand tu vas manger dans un resto où c'est pas bon, les gens ont l'habitude depuis 20 ans maintenant, 25 ans, ils vont sur Internet, ils disent ouais, c'était pas bon, on n'a pas été bien reçu, etc. À chaque fois, de toute façon, c'est comme ça. On est français. Oui, mais dites quand ça va bien, en fait.
Mais dites-le aussi quand vous avez été bien reçu, quand vous avez bien mangé, quand c'était pas cher. Quand votre gosse il a été opéré et qu'il va super bien, mais venez le dire. Venez le dire, venez partager ça et venez rassurer en fait les suivants. À ce moment-là, j'ai l'impression que les familles, tous les couples ont oublié dans quelle détresse ils s'étaient retrouvés, comme nous. Et moi, ça m'aurait fait tellement du bien et tellement plaisir à ce moment-là de dire « Oh bah dis donc, il y a une nana, alors elle est peut-être un peu folle, mais en fait, elle dit que ça va super et que oui... Et qu'on avance, quoi. Et qu'il faut avancer, voilà, c'est ça. Et que demain, il fera jour et après-demain aussi. Et il faut continuer dans ce sens-là. Et c'est de ça dont j'avais besoin. Et c'était ça aussi que j'ai besoin de rapidement partager avec d'autres. Voilà. Et du coup, c'est là où... Et donc, si on reprend un peu la chose, donc pour ton deuxième, ça roule. Ta grossesse pour la troisième, ça se passe super bien. Oui. Il te manque quand même cette petite curiosité de voir mais qu'est-ce qui se passe ailleurs pour te projeter finalement sur ton enfant aussi, de voir un peu, mais à l'âge adulte, comment ça se passe. Et alors, tu retrouves pas forcément ce que toi tu cherches. Et donc, je crée un groupe. Et donc, en fait, dans le premier groupe où c'était un peu tristouné, j'ai fait la connaissance à distance d'autres familles, à la fois en France et beaucoup en Belgique, puisqu'on était quand même sur le nord-est à ce moment-là, et donc très proche de la Belgique. Okay. Et je rencontre d'autres familles qui ont des enfants qui ont sensiblement le même âge que le mien, et qui, eux aussi, en fait... c'est des gens qui disent, nous aussi ça se passe bien, mais nous aussi on est tout seuls. Mais on aimerait bien savoir dans 15 ans, dans 20 ans, comment... voilà. Et donc, et nous aussi, on a besoin aussi de raconter nos danses du caca et nos victoires et tout ça. Et on a besoin aussi de raconter, de partager, d'accueillir de nouvelles familles partout. Voilà. Rapidement, donc là, à ce moment-là... on est en 2012 à peu près, 2013. Et moi, mon garçon, ça va toujours bien. Il y a quelques petits trucs qui partent un petit peu comme ça de travers, qui sont plus vraiment, enfin, qui sont liés à la maladie de Hirschsprung, mais qui sont plus Hirschsprung. En fait, Hirschsprung a fragilisé, on va dire, les terrains et du coup, c'est ça. On fait le rapprochement. Après, on a d'autres soucis de type sur l'estomac, sur l'œsophage, etc. Toujours sur le digestif finalement, mais sur la partie intestin, ça va. En fait, ça va plutôt bien même. Voilà. Donc on échange, etc. Et puis un jour, avec avec 3 familles belges, on se dit, bah tiens, dimanche on fait un pique-nique. Donc on se retrouve, tout le monde fait entre 1 heure et 2 heures de route, on se retrouve en Belgique et on fait un pique-nique. Et c'est absolument extraordinaire parce qu'on est tous avec nos garçons, et c'est que des garçons qui ont à peu près le même âge, et on a tous ce même ressenti sur le premier groupe où c'est triste et ça va pas. Oui. Donc c'est là qu'on commence à faire le groupe, etc. Notre groupe qui s'appelle Rire, parce que c'est important de rire, et surtout avec des enfants, parce que ok, ils sont malades, mais quoi qu'il en soit, un enfant, c'est un enfant. Et il a besoin de rire, et il a besoin de rire avec ses parents, il a besoin d'avoir des parents qui sont gays, qui voilà, et qui affrontent, et pas qui pleurent en disant « Oh, mon pauvre petit chouchou, c'est terrible ce qui t'arrive, on va tous pleurer, on va tous fermer les volets et vivre enfermés. » Non, on ne vit pas tous enfermés, et au contraire, on va ouvrir les volets, on va faire du bruit, on va dire « Nous aussi, on est là », parce qu'en faisant du bruit, en faisant du tapage, ça veut dire aussi qu'on va rencontrer des soignants qui connaîtront la maladie. Parce qu'il y a ça, il y a cette difficulté-là. C'est que on arrive avec nos enfants chez des généralistes ou dans des services d'urgence de proximité en disant « Mon fils ou ma fille a la maladie de Hirschsprung. Là, je pense qu'il y a un problème et qu'il faudrait faire une radio et j'aimerais bien avoir une image, etc. Il faut faire ci et pas ça, non, ça marche pas. » Où on nous dit oui, vous les parents, vous savez mieux que nous les soignants. Sauf que là, oui, c'est un peu dommage, on sait. Donc on a dit, on va faire du bruit, on va faire du tapage, et tout ça dans la bonne humeur. Et tout le monde va pouvoir s'exprimer, et on va être là véritablement pour les autres, pour les familles. Rapidement, le groupe passe 50 familles, 100 familles, 150 familles. Donc il y avait un réel besoin, quoi. Bah ouais. On a des Suisses, on a des Belges, on a des Espagnols, on a énormément de Canadiens qui nous rejoignent. Est-ce que là, à cette époque-là, les Canadiens, ça rassure tout de suite? Parce que
On sait que c'est une maladie au Canada qui est plutôt un peu comme un rhume finalement chez eux, Oui, entre oui, guillemets. oui, Mais du coup, on sait que c'est une banalité finalement chez eux. c'est ça. Donc le fait d'avoir des Canadiens, je pense que c'est aussi un bon pour le groupe. Oui, oui. Pour le coup, là, oui, vous ouvrez bien les volets. Ah ben là, complètement. Là, on les claque, on reclaque. Et là, effectivement, on accueille en fait beaucoup de pays francophones. Et on s'aperçoit que, ouais, au Canada, ça va, quoi. Ouais. Ça roule, quoi. C'est pas... bon. Et on se dit, bon, OK, il y a des choses à faire, et voilà. Et déjà, dans le premier groupe, j'ai fait la connaissance de José, qui est le papy d'une jeune fille qui est née en 2009 et qui a une forme longue, forme totale, Mhm. et qui, depuis sa naissance, en fait, vit en nutrition parentale. Ce papy, c'est un institut qui est en retraite et qui est écrivain. Et du coup, il a fait un livre sur sa petite fille, en fait, sur la première année de vie de sa petite fille. Lui aussi, en fait, il a besoin d'aller voir un peu ailleurs et que ça soit connu et que ça avance et que la recherche avance. Parce que l'idée, en fait, derrière tout ça, c'est que effectivement, les soignants soient plus informés, mais qu'il y ait aussi plus de recherche. Parce que s'il n'y a pas de recherche, on n'avance pas. on n'avance pas. Et on vient sur le point de départ. Voilà. Et là, du coup, on se dit, ça serait bien d'utiliser les compétences et le savoir de José en faisant des témoignages, que tout le monde s'exprime par écrit et que ça reste. Alors, on pose la question dans le groupe, qui veut faire son témoignage? Les papas, les mamans. Alors, on limite, parce que la nounou, non, on n'accepte pas non plus tout le monde dans ce groupe. Oui. C'est les papas et les mamans. Et quand il y a des grands-parents, des tatis, des tontons qui veulent rejoindre le groupe, j'avais pris l'habitude de toujours demander aux parents s'ils étaient d'accord pour que le grand-parent, le voisin, enfin j'exagère, c'était pas les voisins, mais voilà, pour que les proches intègrent le groupe. Si c'était oui, ok. Si c'était non, c'était non. Et là, chacun, en fait, va commencer à rédiger son histoire, comme il a envie de le faire. Alors, il y a des parents, il y a des grands-parents, et il y a aussi des adultes, parce qu'on a eu la chance aussi de rencontrer des adultes qui sont atteints. Et ça, c'est une richesse extrême. Et c'est exactement ce que moi, je cherchais à la base, c'est de rencontrer des gens qui sont en couple, qui travaillent, qui ont fait des études, qui ont une vie sociale, qui partent en vacances, qui vivent comme moi, en fait. Et les premiers retours que tu as eus quand tu as rencontré ces adultes-là, ça a été quoi? Quand... Il y avait tout. Ouais, il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait des gens super positifs et qui disaient, non, mais en fait, moi, finalement, la maladie de Hirschsprung, ça a été dur pour mes parents. Mais moi, j'ai pas de souvenirs parce que c'est la petite enfance. J'ai pas de souvenirs. Je sais que j'ai cette pathologie, mais finalement, je vais bien. Et donc, j'ai toujours vécu normalement. Et la force d'un enfant, c'est de s'adapter aussi à sa condition depuis sa naissance. Et aussi, ce qu'il faut toujours garder en mémoire, c'est que eux, ils n'ont pas connu autre chose, quoi qu'il en soit. Donc, à la fois, le mal au ventre, finalement, ils ont toujours eu mal au ventre. Oui. Voilà. Fréquenter les hôpitaux, ils ont toujours fréquenté les hôpitaux. Donc, il y en a qui sont même contents d'y aller. Et il y en a qui sont contents d'y aller. Mais exactement, mais c'est ça. Moi, mon fils, c'est toujours... on lui disait, on va à l'hôpital, oui, d'accord. Il arrivait, il disait, il faisait un bisou au chirurgien qui lui disait, comment tu vas? Et lui, il répondait, bien, et toi, Momo? C'était un petit surnom lié à son prénom. Et toi, Momo, comment tu vas? C'était drôle et c'était très attachant. Et les adultes nous disaient, mais moi, j'ai pas de difficultés. Alors, il y avait aussi ceux qui avaient des difficultés. Oui. Où là, je me disais, bon sang, mais comment on va faire là? Parce que là, moi, je veux pas de ce schéma-là. Et j'ai compris qu'ils avaient aussi besoin d'être accompagnés, d'être toujours accompagnés ou d'être à nouveau. La plupart, c'était à nouveau accompagnés, à la fois par du médical et à la fois par du psy, parce que ils avaient été abandonnés, parce qu'on soigne les enfants, parce que quand il y a effectivement des chirurgies à faire, des interventions d'urgence, etc. Mais une fois que les gens étaient adultes, il n'y avait plus trop de suivi. Ouais. Il n'y avait plus de suivi, il y avait même un abandon complet sur le côté psy. Et ça, je trouvais ça regrettable. Et donc, j'ai essayé de faire... Et donc, j'ai créé un groupe que pour les adultes, pour qu'ils échangent entre adultes. Et à la fois... Et alors, je suis désolée, je fais une petite
À ce moment-là, quand tu rencontres les adultes, etc., donc il continue à grandir. Là, il avait à peu près quel âge Il a à peu près 4-5 ans et il va très bien. Il va très bien, l'école ça se passe super bien. On a prévenu, on a la chance d'être dans un tout petit village, donc il n'y a qu'une classe de maternelle avec tous les enfants, tous les niveaux en fait mélangés. Et là j'ai une instite face à moi qui est hyper détendue, hyper ouverte et qui me dit il n'y a pas de souci, on va prendre en charge et au moindre problème on vous appellera et c'est ce qu'elle fait pendant 3 ans, même s'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Oui. Mais quand lui dit moi j'ai très très mal au ventre, il faut que maman elle vienne me chercher, elle nous appelle ou papa ou maman et en fonction on se libère de nos travail et on vient quoi. Et ça se passe super bien et la TSEM est formidable aussi et les premières fois en fait quand j'arrive le récupérer, lui il m'explique tout de suite moi j'ai comme ça, j'ai comme ci et je savais qu'il fallait appeler maman et c'est la TSEM qui pleure en disant moi je veux bien faire, mais je ne sais pas quoi faire pour lui, je ne sais pas comment faire, j'ai très peur qu'il lui arrive quelque chose. Enfin voilà, c'est super c'est de chou. l'inquiétude. Voilà, et finalement, moi j'ai besoin des adultes aussi pour justement mettre en place tout ce qui est l'entourage scolaire et d'avancer par rapport à ça, par rapport aux difficultés que eux ont pu rencontrer, même si bien sûr il s'est passé plein de choses par rapport aux gens qui ont 30 ans à ce moment-là, 35 ans, où on n'est pas du tout sur la même portée en fait quand tu arrives à l'école en disant mon enfant est malade. Oui. Voilà. Et c'est surtout que moi je dis mon enfant est malade, mais vous faites comme avec les autres. Voilà, parce que nous, à la maison, c'est ce qu'on fait. On fait avec ses 2 sœurs, on fait avec la grande, avec la petite, on fait pareil en fait, on agit de la même façon. Il est hors de question que la maladie soit un problème, c'est un frein à nos activités, à son éducation, son développement, etc. etc. Et tous les adultes qui vont super bien, et pour certains, on va en parler parce qu'ils sont là, juste à côté de nous. Oui. Et ceux-là sont super importants, effectivement, pour nous. Et pour nous, quand je dis nous, c'est ma famille, mais c'est aussi pour les autres familles. On a besoin aussi de cette expérience, de leurs histoires, de leur vécu, de leur recul pour nous aider à avancer. Ils l'ont vécu. Nous, on est encore spectateurs. Oui, c'est ça. Par rapport à tout ça. Et quand tu vois donc ces adultes, tu fais un groupe pour eux, pour qu'ils puissent discuter entre eux. Oui. Et toi, en tant que présidente de tout ça, enfin en tant que spectatrice et la mise en lien finalement que tu as fait, qu'est-ce que tu peux constater, le fait qu'il y ait du dialogue, etc., entre les adultes qui vont pas forcément bien, ceux qui vont super bien? Est-ce que tu vois un changement Oui. Ouais. Oui, je vois un changement entre eux déjà, entre ceux qui vont bien et ceux qui vont pas bien. Le fait d'en parler, parce que effectivement, en plus par rapport à cette maladie, on en parlait tout à l'heure, c'est une maladie quelque part dont on ne parle pas. Les gens sont extrêmement gênés parce qu'on parle pas de son caca. Oui. C'est pas bien. On ne parle pas de ces difficultés intestinales. Ouh là là, ça se fait pas. Et c'est vrai que le dimanche midi, autour du repas familial, tu rentres pas dans le détail de ah bah oui, bah alors moi cette semaine, voilà, j'ai pas réussi, j'étais constipée, etc., etc. Et tu t'aperçois que ceux qui vont pas bien, ils sont très isolés. Mais ils sont isolés au sein de leur propre famille, leur famille de naissance, mais aussi leur famille, celle qu'ils ont faite, celle qu'ils ont construite. Ils sont très isolés, ils n'en parlent pas, ça n'existe pas. Et le fait de commencer à rejoindre les groupes, etc., où on leur dit, bien sûr que si, il faut en parler, et on n'est pas obligé de parler dans le détail, d'entrer dans le détail de ces selles, mais des difficultés sociales que vous pouvez rencontrer, de la douleur, etc., mais il y a plein de solutions qui existent. Donc, tous ces adultes s'accompagnent les uns les autres, et accompagnent aussi, pour certains, les familles, dans le groupe famille, parce que ceux qui... au départ, ceux qui n'avaient pas d'enfants n'intégraient pas le groupe famille parce que les conseils de leur histoire pouvaient effrayer aussi. Et puis, oui, des fois, c'est même pas forcément les bons conseils finalement sur le moment voulu, quoi. C'est ça. Et puis parce qu'il s'est passé 30 ans, 40 ans et que forcément les choses sont différentes, les soins sont différents, les propositions d'accompagnement aussi psy sont différentes, etc. Et puis à un moment, je me dis, les ados, parce que je vois mon fils qui grandit, et quand on rencontre les autres familles qui ont des enfants qui ont le même âge que lui, les enfants n'en parlent pas entre eux. Mais nous, finalement, on en parle de moins en moins. On en parle, avec les familles qui viennent pour
au 3e, au 4e pique-nique de leur région. Mais entre nous, non. On a créé des liens d'amitié, on parle d'autre chose et ça fait plaisir. Et c'est la famille Hirschsprung. Voilà. D'ailleurs, oui, parce que tu dis ça de tel. C'est ça qui est cool avec toi, finalement. C'est que c'est tellement familier, tu vois, c'est le petit cocon des Hirschsprung, mais quand tu organises ces pique-niques, c'est quand même sur une hauteur nationale, parce qu'il n'y a pas que des personnes de ta région, c'est quand même, on est sur toute la France, même des Belges, des Canadiens, donc c'est énormément de travail aussi derrière. Donc je tiens juste à faire ce petit rappel, parce que quand on écoute, non, mais quand on se rencontre avec mon petit pique-nique là, avec non, il y a un sérieux travail derrière où en fait c'est quand même réunir plusieurs familles pour justement apprendre de chacun et en plus de ça tu les vois grandir et c'est comme ça que l'idée te vient, c'est que tu vois les enfants grandir en même temps que le tien et tu te dis mais il y a quelque chose là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire et là donc on revient sur José et on se dit donc on va permettre à tout le monde, les adultes, les parents, les jeunes enfants, les jeunes adultes, de raconter leur histoire. Donc tout le monde fait son petit récit sur le ton qu'il a envie. José et moi, on fait qu'une seule correction, c'est sur les fautes d'orthographe et la syntaxe finalement. Mais on ne modifie aucune histoire parce qu'on n'a pas le droit. On n'est personne pour modifier l'histoire, le vécu des autres. Et donc voilà, on réunit tout ça. Et à ce moment-là, on dit super, voilà, on a de quoi faire un livre. Mais comment on fait ? En fait, on est content, on a notre truc, mais comment on fait ? Donc à un moment, José m'explique, il me dit on va faire le choix d'une maison d'auto-édition. Et puis, les fonds, oui, mais les bénéfices, ils vont où ? On en fait quoi ? Et c'est là qu'on arrive à la création. Ouais, à la création. À la création de l'association. Oui. Parce qu'on se dit oui, ok, ça c'est pour la recherche. C'est pas pour inviter les enfants dans un parc. Moi, ma volonté, c'est que tout ça, ça aille à la recherche pour avancer pour les enfants, pour les adultes, oui, mais c'est surtout pour les futurs malades. C'est surtout pour avancer, pour dire, est-ce qu'on pourrait pas, alors évidemment ça se fait pas d'un claquement de doigts, mais est-ce qu'on pourrait pas trouver quelque chose au moment de l'échographie, au moment de la grossesse ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait alerter et dire, peut-être que, et éviter des diagnostics tardifs ? On en parlait tout à l'heure en off, sur... C'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2025, et c'était déjà le cas il y a 10 ans quand on a créé l'association, qu'il y ait des enfants qui soient diagnostiqués quand ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est pas normal parce que c'est toutes ces années de perdu où la famille entière a souffert, mais surtout cet enfant, surtout ce bébé, surtout ce jeune enfant qui est complètement, incompris et... Oui. Voilà, c'est ça. Et avec un intestin qui pleure, quoi. Qui pleure et ça crée des dégâts aussi physiques, parfois irréversibles. Et ça, c'est terrible parce que ça ne doit pas arriver. Aujourd'hui, on a la chance dans un pays où la protection sociale. On a une protection sociale, on a des médecins qui sont hyper compétents. Enfin, on est quand même un pays. Aujourd'hui, la France, au niveau médical, c'est quand même pas rien. Ça compte vraiment, quoi. Et en fait, on s'aperçoit que voilà, il y a des errances de diagnostic. Moi, je supporte plus cette expression. Les errances de diagnostic, ça ne doit plus arriver. Ça ne doit plus arriver. Et je suis désolée quand tu me dis tout à l'heure que c'est encore arrivé là, récemment, un enfant qui est diagnostiqué dans un grand centre, en plus. C'est ça. Dans un grand centre. Il était suivi dans un semi-centre. On parle de Alison et Lucas dans l'épisode 3. Ouais. Et oui, effectivement, il a fallu attendre en effet 5 ans. Ouais, mais ça doit plus arriver, quoi. Et je suis d'accord avec toi. C'est pas possible. Et c'est pour ça que le problème, et en plus, toi, t'as très bien... Mais tu nous as mâché le travail. Tu l'as tellement bien commencé. Mais c'est ça, c'est... même si aujourd'hui, les parents sont pas forcément écoutés, peut-être qu'avec l'échange des soignants qui viennent à notre micro, etc., peut-être que, justement, ça va permettre aussi d'ouvrir un peu les écoutiers à tout le monde, quoi. C'est ça. Mais vraiment à tout le monde. Donc, on espère. On espère, voilà. Et donc, du coup, ces bénéfices, on se dit, de toute façon, la seule solution, c'est de créer une structure. Et la structure, quand on est des gens ordinaires, avec une vie ordinaire, etc., ça s'appelle une association. Donc là, ok. Donc là, on est fin 2014. Tout le monde se tourne vers moi en me disant, on te suit. Oui, comment on fait ? Et moi, je sais pas comment on fait. Parce que oui, j'ai pu adhérer à des associations, mais j'ai pas créé. Donc, je choisis une équipe
on va co-construire avec des adultes malades, des parents de toutes les générations. Et je choisis les membres du bureau, je m'entoure de compétences différentes et je choisis une amie, qui est maintenant amie, en Belgique, pour être la déléguée, parce que je ne peux pas avoir, en membre du bureau, je ne peux pas avoir un résident extérieur à la France. Donc elle va être Florence, elle va être la déléguée sur la Belgique. Parce que le système de santé est différent, etc. Et elle connaît mieux les hôpitaux, les médecins, etc. Donc elle va s'occuper de la partie belge. Je choisis un trésorier à ce moment-là qui est un adulte malade lui-même. Je choisis une secrétaire qui est une maman d'un enfant qui a été diagnostiqué à 18 mois quand même, qui est plus jeune que mon fils, qui est né en 2011. Et il vient d'être... En fait, pratiquement, il a été diagnostiqué à peine 18 mois auparavant. Et elle, sa force, c'est qu'elle est juriste, elle est polyglotte. On y va. Oui. On y va. Et en fait, les gens que je choisis habitent aussi dans différentes régions. Ce qui permet de couvrir en local la partie sud-est, la partie bordelaise, la Bretagne, Paris. Moi, je suis dans l'Est. Et donc, la Belgique. On a une association dont les membres du bureau couvrent tout le territoire. Ouais. Et c'est pour ça que les fameux pique-niques, les fameuses journées où on se retrouve, on choisit une date ensemble et on dit voilà, ce dimanche-là, on fait un pique-nique. Donc on cherche un endroit. Alors évidemment, c'est toujours quand il fait beau, c'est plus facile. On cherche un parc, un truc sympa, avec des activités aussi pour les familles. Et toujours avec des WC, parce que c'est indispensable. Il nous faut des toilettes. Voilà. Ça, c'est la condition, c'est qu'il faut que l'endroit qui est choisi ait des toilettes qu'on puisse accéder facilement pour tout le monde. Et accessoirement, un bar, c'est sympa aussi. Ça permet aussi de se désaltérer, de pouvoir échanger, s'il pleut, de se mettre à l'abri. Et c'est comme ça, en fait, que naît l'association. Et officiellement, en juillet 2015. Ok. Voilà. Donc en juillet 2015, va falloir que tu nous racontes un peu parce que tu crées donc l'asso, mais tu vas quand même à la rencontre parce qu'il y a la partie famille, etc. Mais tu t'intéresses un petit peu à la science quand même. Ouais. Donc tu vas rencontrer quand même ces médecins qui à la base t'étais peut-être pas forcément en adéquation avec eux au début et peut-être que tu as compris par la suite. Explique-nous un peu ce passage aussi pour l'asso que tu as fait. En fait, je crée l'association et quelques mois plus tard, donc le livre sort en septembre 2015, du coup, puisqu'on a la structure. Donc le livre sort en septembre 2015 et là, c'est une vie, c'est vraiment, je me dis, ça y est, c'est génial. On va pouvoir diffuser ce livre partout. Et donc, chaque famille, en fait, achète 2 livres. Alors, il n'y a aucune obligation, mais spontanément, les familles achètent 2 livres. Un livre pour leur famille et un livre qu'ils offrent aux chirurgiens, à leurs médecins, à leurs généralistes, où ils en prennent plusieurs et ils le passent à la maîtresse et ils le passent à la nounou. Et finalement, tout le monde a acheté le livre. Et au printemps 2016, je reçois un appel de Necker. Et là, on me dit « Bonjour madame, je suis la secrétaire du docteur Crétol, qui est donc chirurgienne spécialisée quand même dans Hirsch. On crée une entité avec les hôpitaux référents et on accueille les associations. Et dans un mois, on a une première journée où on va rencontrer les associations de toutes les pathologies. Ça s'appelle Neurosphinx, et c'est toutes les pathologies qui sont en lien avec le transit, le digestif, etc. On vous attend donc dans un mois. Vous m'attendez, c'est-à-dire, on vous attend à Necker. Ok, bon, on y va. Go. Voilà, go, on y va. Et moi, j'arrive, et en fait, j'ai juste mon petit livre et je ne sais pas à quoi m'attendre et quoi exprimer, mais j'ai très envie. À la fois, je ne sais pas comment m'y prendre, mais j'ai tellement de choses en tête. Je me dis, de toute façon, on y va et puis on verra bien. C'est eux qui sont venus me chercher parce qu'effectivement, ils ont vu notre ça avait livre. touché et que surtout, tu écoutais aussi. Ce qu'ils n'écoutaient peut-être pas. Voilà, exactement. et donc, je passe une super journée et je rencontre Annie Moissin, qui est la présidente de Solande, Solidarité Handicap, qui est une association pour les associations.
de maladies rares et génétiques et orphelines, etc. Ouais. Et Annie m'amène au-delà de ce que j'aurais espéré sur un plateau. Parce qu'elle est sur Paris, qu'elle est un peu plus âgée que moi et qu'elle connaît tout le monde. Ah oui, puis oui. Et elle connaît tout le monde, et tout le monde la connaît dans le milieu médical et de la recherche. De là, je poursuis une relation avec Annie qui me fait rencontrer d'autres gens, qui me fait rencontrer d'autres médecins, d'autres chercheurs, etc. Et le groupe continue de grossir. Et le livre d'être vendu, etc. Et il y a de plus en plus de journées, des marchés de Noël auxquels les parents nous font participer. Je fabrique plein de petits objets à vendre, parce qu'on n'a pas de budget. C'était quoi ton premier objet que tu as fabriqué? Un marque-page. j'ai fait des dizaines, des centaines le soir. Je faisais des marque-pages et des porte-clés. Ok. Voilà. Et tu les as fait avec quelle aide du coup? Enfin, les marque-pages, c'était fait artisanalement? Ah oui, complètement. Le soir, j'avais mes petits sacs et j'avais tout acheté. En fait, j'avais acheté des petits charmes. J'avais des rubans que j'avais fait imprimer aux couleurs et au nom de l'association. Couleur violette. Et les t-shirts après. Et on fait tout ça, on fabrique, etc. Et on vend sur les marchés de Noël et on vend les livres et on fait des t-shirts. Et on réinvestit à chaque fois pour faire d'autres objets. D'ailleurs, pourquoi violet? C'est Sandra, qui au bout d'une année à peu près est devenue donc Sandra à Bordeaux, Oui. est devenue la trésorière de l'association. Je lui ai dit écoute, charge-toi des t-shirts parce que elle, dans une autre activité sportive, elle avait l'habitude en fait d'avoir un fournisseur de t-shirts et elle me dit voilà, moi j'aime bien, elle me dit il nous faut une couleur qui se voit. Il y a le orange et le violet. Moi le orange je lui dis moi le orange Non. voilà, ça non. Par contre le violet oui, pourquoi pas. Et donc en fait notre logo est floqué en blanc, un petit peu sur le cœur et en gros derrière, sur le dos, donc sur les t-shirts violets. Et c'est un petit nuage. Et c'est un petit nuage. Et ce petit nuage. Et en fait, ce petit nuage, il a la forme. Alors ouais, l'histoire du petit nuage. En fait, le petit nuage, quand on regarde, c'est un petit peu un intestin. Dilaté. Un peu, ouais. Voilà. Ok. C'est exactement ça. Et je vais revenir sur la couverture du livre parce que là aussi on n'a pas de budget, donc il nous faut une couverture. Mais qu'est-ce qu'on met sur cette couverture? Et moi j'imagine une maison avec plein d'enfants partout. Alors c'est un peu poétique, un peu utopique. La maison des enfants Hirsch en fait, qui rentrent, qui sortent comme ils veulent, etc. Où tout est joyeux et tout va bien. C'est le point central de l'association pour moi, avec un petit chemin en forme d'intestin qui va jusqu'à une petite cabane, les toilettes, et la fumée qui sort de la cheminée crée ce nuage, mais c'est aussi un intestin dilaté. Et ça, c'est une de mes collègues et amies, parce que moi, je suis nulle en dessin, je sais pas dessiner du tout. Et un jour, je suis au travail et on est en train de manger toutes les deux, et je lui dis, oh là là, je sais pas comment faire pour ce truc, machin, nanana. Et là, j'ignorais complètement qu'elle avait, en fait, dans le cadre de ses études, fait du dessin, de la peinture, etc. Et elle me dit, et tu l'imaginerais comment, etc. Donc je lui dis, voilà, je voudrais la maison, des enfants partout, etc. Et elle revient 2 jours après. Et elle te lâche la couverture du livre. Et elle me lâche la couverture du livre. Et là, je pleure. je pleure. Et je lui dis, mais c'est exactement... Elle me dit, je t'ai écouté. Elle me dit, je t'ai écouté, je t'ai rien dit. Je me suis dit, je vais essayer. Et je lui dis, en fait, tu changes rien. Alors, elle a fait ça au crayon, comme ça, et je lui dis, on va mettre ça tout en couleur. Et puis, voilà. Et puis, on est bon, quoi. Voilà, et puis on est bon. Et donc, à ce moment-là, je lui dis, alors, sauf qu'en fait, moi, j'ai qu'un problème, c'est que tu vas passer des heures à faire cette couverture, mais je ne peux pas la payer. Oui. L'association, on peut pas. Et là, elle me dit, mais qui t'a demandé? Qui a dit que je voulais être payée? Qui t'a demandé de l'argent, là? Voilà, c'est ça. Elle me dit non, c'est ma participation à l'association. Et donc je repleure. Évidemment, je repleure. Je suis très positive, j'aime beaucoup rire, etc. Mais je suis très émotive aussi. Et tu l'es encore visiblement. Oui. Oui. Et je pense que c'est normal. Voilà. Ouais. Et tout ce chemin parcouru. Ouais. Et donc voilà, et donc ce fameux nuage en fait qui est plutôt un intestin qu'on a essayé un peu d'arrondir parce que c'est pas vraiment joli un intestin.
Non, en fait. on est d'accord. Voilà, c'est pas très vendeur non plus. Et comme je disais souvent au départ, que l'association, parce qu'on posait la question, les médecins me disaient mais pourquoi rire et tapage? Et je répondais toujours parce que larmes et caca, Ouais. ça donne pas envie. Mm. C'est pas super vendeur, ça tire pas vers le haut. Et après, on a eu la page aussi, Rire et Tapage sur Facebook, où là, on essaie de toucher le grand public. Et donc, au fur et à mesure des années, on a eu de plus en plus de rencontres en région aussi, avec les médecins, avec les soignants, qui ont toujours encouragé notre action parce qu'ils distribuaient en fait nos flyers. Une nouvelle famille arrivait, tac, un bébé était diagnostiqué, appelez Rire et Tapage. Contactez cette association. Ils vont vous accompagner sur tout ce que le corps médical ne sait pas Ne faire. sait pas faire. Ouais. En fait. Et en 2017, ma fille aînée est à l'école infirmière de notre ville. Et quand elle passe en 2e année, ils doivent choisir une association sur laquelle ils vont travailler toute l'année, faire des actions pour récolter des fonds pour aider cette association. D'accord. Alors, peu importe l'association, ça peut être la SPA, ça peut être, je sais pas, les sans-abri, ça peut être, voilà. Et donc, ma fille, avec ses amis étudiants, propose Rire et Tapage. Et là, ils nous font un festival pendant 1 an. Et très rapidement, je suis invitée à aller présenter l'association aux premières années, parce qu'en fait, elle est en 2e année, mais ils dirigent donc les premières années. Voilà. D'accord. Et donc, je vais les voir. Ils sont tous là. Ils sont une centaine. Et il y a tous les formateurs, etc., qui sont là. Et je leur parle. Alors, c'est un super souvenir parce que, à la fois, j'étais extrêmement fière parce que déjà, c'est en local. Parce que c'était aussi, parce qu'il y avait ma fille aînée qui s'investissait aussi beaucoup. Donc ça me touchait aussi beaucoup par rapport à son petit frère. Parce qu'elle aussi, elle avait 10 ans quand son petit frère est né. Et oui, elle a pris cher. Mais Oui. Elle a subi, effectivement. Et c'était une façon de dire, on embarque... J'embarque aussi toute ma famille, parce que dans tous ces pique-niques, il y a toujours mes filles, la petite aussi, qui a toujours suivi, bien sûr, que tout le monde connaît. Mais il y a aussi mon mari. C'est moi la présidente, mais j'ai engagé toute ma famille parce que ça prend du temps. Voilà, parce que ça prend du temps et qu'il faut que tout le monde aussi adhère à ça. Parce que quand je dis non, on est en Belgique, non, je suis à Paris, non, je vais à Bordeaux, non, je vais en Bretagne, il faut que toute la machine, une famille de 5, suive en fait que tout le monde mette en place. Donc voilà, donc l'école infirmière, c'est un super souvenir parce qu'en plus, il y a des jeunes étudiants qui fondent en larmes et qui disent oh là là, mais c'est pas possible, moi je peux pas, tout ce qui touche au bébé, ils découvrent aussi, et au contraire, ça crée aussi des vocations en disant moi je veux être infirmière pédiatrique. C'est parce que cette maman, elle nous raconte un truc horrible, et moi je leur dis, les soignants qu'on rencontre le plus, avec lesquels on partage le plus, c'est les infirmiers. Ah bah oui, c'est notre quotidien finalement. C'est ça. Quand on est hospitalisé, c'est eux le premier front. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc du coup, les infirmiers, donc c'était ce premier passage. Tu as vu quand même quelques infirmiers qui étaient sensibles, on va dire, quand même, aux enfants, etc. Et du coup, tu t'es dit, bon, en fait, on arrive à mettre un pied dans le médical via la famille. Et ensuite, j'imagine que ça a été de fil en aiguille. Tu es arrivé aussi chez les grands, on va dire, chez ces médecins. Oui, tout à fait. Par la suite. Et puis, il y a aussi la même année un séminaire à Necker, à Imagine, de tous les chirurgiens spécialisés de France. Donc, ils sont 250 et les associations sont invitées. Donc là, ça permet aussi de les rencontrer. Très spontanément, ils viennent vers moi en me disant voilà, je soigne tel enfant, voilà. Et j'ai la chance d'avoir une mémoire excellente et de me rappeler, alors pas forcément des parents, mais tu me dis le prénom de l'enfant et la ville, et je sais à peu près l'histoire, et je sais qui les soigne, qui les a suivis, etc. Et donc, du coup, je rencontre plein de chirurgiens de toute la France, et ça, c'est extrêmement riche. Et eux sont aussi très demandeurs en disant donnez-nous vos coordonnées, donnez-nous des affiches, donnez-nous des flyers qu'on puisse, voilà. Et donc, ça fait un effet boule de neige incroyable. Et toutes nos affiches sont dans tous les services, dans tous les hôpitaux de France.
vacances, etc. Donc ça, c'est super. Et puis, on continue nos petites rencontres en famille. On continue de développer des activités, des journées, etc. Alors, ça va du concert à une concentre de moto. Oui, non, mais c'est extraordinaire. On est vraiment sur des thèmes très différents. On a la chance d'avoir une famille sur la Bretagne qui a un neveu, en fait, qui est cycliste professionnel. Donc, avec son fan club, ils organisent. Donc, on est allé 3 fois. Je crois que je suis allée 3 fois en Bretagne, en novembre en général, parce que il fait une petite action en fait chez lui, une journée chez lui, et les fonds en fait récoltés ce jour-là. Alors, il y a des petites courses, il y a des petites marches, etc. sont reversés en fait les bénéfices de ces journées sont reversés à Rire et Tapage. Donc voilà. Donc tous ces bénéfices, à un moment donné, ça fait une somme plutôt sympa. Ouais. Et je reprends contact, Annie de Solande reprend contact avec moi en me disant, voilà, c'est les 10 ans de Solande, j'organise une journée et il y aura à cette journée le grand directeur, il y aura le grand Stanislas Lyonnais qui est le patron, le big patron d'Imagine. D'accord, ok. Il sera présent. Donc je lui dis, je vais venir et je vais faire un don à la recherche parce que j'ai fouillé partout, mais comment faire un don à la recherche qui soit exclusivement consacré à Hirschsprung? Je ne veux pas faire un don pour les maladies digestives, parce qu'au bout de la chaîne, il y a Hirschsprung, mais tout au bout. Et si tu donnes 10 000... Ouais, t'as 2000, quoi. À peine. Et encore, ouais. Voilà. Et ça, c'est pas question. C'est pas que je m'en fiche des autres, c'est pas par égoïsme. Mais j'ai envie de dire, à un moment donné, chacun sa patte. Mais il faut l'avoir un peu, cet égoïsme, finalement. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est Hirschsprung. Et donc, je vais à cette journée parisienne et je fais un don en direct à Stanislas Lyonnais, qui, lui, confie ce don à la maladie, au laboratoire dans Imagine, qui se consacre exclusivement à la maladie de Hirschsprung. Donc ça, alors là, je pleure encore beaucoup, évidemment. C'est encore un grand moment de ma vie. Et j'ai pu inviter ce jour-là, j'ai dit, mais qui veut être présent? Donc on a Marie qui vient d'arriver, parce que Louis, son fils, vient de naître et qu'elle habite sur Paris. Donc Marie me dit, moi je veux venir. Voilà. Donc Marie vient, il y a un papa, Bruno aussi, qui vient. Il y a plusieurs familles comme ça. On passe un moment extraordinaire, fort, très très fort. Et on fait ce don pour la maladie de Hirschsprung. Donc ça, c'est le premier vrai don pour la maladie. Et puis les années passent et donc il y a différentes actions, différentes choses et on est de plus en plus connus et j'ai de plus en plus d'appels personnels pour des nouvelles familles qui arrivent en me disant c'est tel médecin à tel endroit, dans tel hôpital, j'ai vu votre affiche, j'ai vu votre livre, voilà. On a aussi bien sûr un site internet de l'association et donc les gens commencent, on est vraiment reconnus par le médical et par les familles. Voilà, on couvre vraiment... Ça y est, quel soulagement, en fait, après toute cette bataille et tous ces efforts que tu as faits. Oui, c'était beaucoup de soirées, beaucoup de week-ends, beaucoup de temps. Mais à la fois, c'était très naturel et j'avais besoin pour dire c'est moi le patron, c'est pas la maladie. Ouais. Individuellement, j'avais besoin de ça, en disant Ok, vieux Hirsch, t'es venu là, t'es venu voilà. T'es venu chez moi, mais t'es venu chez moi, mais c'est moi le patron. Voilà, c'est ça. Et c'est important que pour les autres familles, de leur donner cette envie de dire non, c'est pas la maladie qui aura le dernier mot, c'est pas, c'est vous. C'est nous et c'est nos enfants et voilà. J'ai rencontré plein de gens pendant toutes ces années. Et puis mon fils grandit et c'est pas qu'il est plus concerné, c'est qu'il est de moins en moins, mais vraiment concerné. Et puis que lui, finalement, il me dit mais moi, je me rappelle pas, évidemment, comme tous les autres. Et j'ai décidé, je me suis dit bon, voilà. On y vient alors ? Allez, on y vient. On y vient. Ouais. Vas-y. Ça sera pas sans émotion. Non, pas sans émotion, c'est vrai. Donc on y vient à cette partie après 10 longues années derrière ce corps, à s'acharner, à toujours vouloir la lumière plutôt que la pluie. C'est ça. À avoir fait vivre le soleil finalement dans cette maladie, à nous avoir donné ce droit de parole. Et au bout de 10 ans, tu laisses la main ? Oui, je laisse la main, mais jusqu'au bout, je veux être dans la maîtrise. Donc je laisse la main en choisissant à qui je confie mon 4e enfant. Et oui, qui n'est pas des moindres.
qui n'est pas des moindres et qui n'a que 10 ans. C'est encore mon petit quand même, mais voilà. Et pour ça, c'était important. Je me suis donné comme dernière mission de confier à des gens pour lesquels j'ai beaucoup d'amitié déjà, parce que ça fait plus de 10 ans aussi que je les connais, ou moins parce que leurs enfants sont nés, l'association venait d'être créée, mais voilà, à des personnes en qui j'ai confiance et surtout qui ont ce même état d'esprit que moi, à savoir la lumière, effectivement, à savoir on ne le fait pas pour nous, on le fait pour tout le monde. Et on le fait pour faire avancer. Et on continue et continue. Et donc, l'année dernière, 9 ans, je suis allée faire un dernier don, à mon nom, non, mais que je suis allée porter moi-même à Imagine, encore une fois, et toujours à ce laboratoire-là, parce que c'est eux que je veux aider, parce que c'est eux qui vont nous aider, qui nous aident déjà, parce qu'ils ont un petit peu avancé. Alors, ça peut paraître dérisoire, mais malgré tout, depuis 10 ans, je sais qu'ils ont avancé. Et c'est top. Et on sait que dans la recherche, c'est un tout petit pas, mais qu'en fait, c'est énorme. Oui. Donc, voilà, on avance, vraiment, on avance. Et donc, je suis allée leur faire un dernier don de 20 000 euros. Encore une fois, c'était émouvant. Ouais. Toujours pas sans émotion. Non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et là, cette journée-là, c'est pareil en fait. Alors, ils nous avaient invités, ils avaient organisé un goûter. Et donc, on est arrivé, je sais plus, je crois qu'on était 10 familles ou quelque chose comme ça. Il y avait Florence, donc la fameuse déléguée belge et amie. Il y avait Sandra, donc qui est de Bordeaux, qui était là. Et chacun est venu avec son enfant. Alors, des enfants qu'on regarde comme ça maintenant. Quand ils étaient petits, on disait « Est-ce que tu veux une glace ?» Maintenant, ils nous disent « On va boire un verre, nous, on vous retrouve après. » Ok, allez-y les garçons, super. Voilà, avec cette jeune fille dont le cousin est cycliste, qui est une adulte maintenant. Et puis, puisqu'elle a 25 ans, qui était là aussi, enfin vraiment, et tout le monde a pu raconter son histoire à nouveau, puisqu'en fait tout le monde était déjà dans le livre, presque. Tout le monde a pu raconter son histoire et tout le monde a pu poser des questions en toute transparence. Donc moi j'avais mes 2 enfants les plus petits, puisque la grande travaille, et donc j'avais mon fils qui est concerné, et j'avais aussi ma petite qui est pas concernée, et qui est finalement, elle, arrivée après, et qui a un autre regard, et qui avait aussi des questions à poser sur la génération d'après, qu'elle va créer, que son frère et sa sœur vont faire naître. Donc c'était chouette aussi. Et puis tout le monde avait des interrogations malgré tout, auxquelles ils nous ont répondu, mais vraiment c'était vraiment très chouette. C'était vraiment un très très grand moment. On a visité un labo avec les grosses machines en disant voilà, les tubes à essai comme ça c'est ça, tac tac tac. Enfin, c'était extraordinaire. Et donc j'ai choisi les gens qui... Ah ouais, vraiment. Et donc, j'ai choisi Florie pour être à ma place. Parce que Florie, elle est elle-même concernée. Parce que, comme moi, elle a 3 enfants. Mais elle a 2 garçons et une fille. Et les 2 garçons ont la maladie. Sont concernés directement. Parce que ça colle aussi, parce que ça colle depuis des années et que on s'entend bien et que je savais qu'elle allait reprendre et développer tout à fait autrement. Et j'ai choisi aussi effectivement d'autres mamans qui n'ont pas la maladie mais dont les enfants sont concernés également. Et voilà, et elles font des choses formidables. Et d'ailleurs là, ce qu'on fait nous aujourd'hui. Alors toi, t'es pas au bureau, mais t'es hyper active aussi, parce qu'il n'y a pas que les gens du bureau qui s'investissent, faut pas l'oublier. Et moi, j'avais pas le temps de faire des podcasts comme ça, des enregistrements, etc. J'avais pas le temps. Et puis t'étais loin, quoi. Ouais, puis voilà, ça y est. Moi, j'ai fait un livre. Maintenant, les filles, allez-y, faites autre chose. Et déjà, je te remercie beaucoup pour cet échange. Maintenant, j'aimerais un peu, avec tout ce recul de ces 10 dernières années, est-ce que tu vois aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire au petit papa que tu vas croiser, qui sera dans l'entre-deux, au gamin de 18 ans qui sait pas trop quoi faire, et au petit bébé qui va attendre son diagnostic? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces gens-là? Il faut pas rester tout seul. Il faut pas rester tout seul, qu'il faut être en confiance avec le corps médical, mais qu'il faut aussi savoir s'imposer. Se faire entendre. Se faire entendre, oui, tout à fait. En disant, attention, les parents, c'est quand même nous.
Les parents, c'est quand même nous. Ok, vous avez le savoir médical, sauf que dans les décisions et dans l'écoute, on va nous vous apporter des informations que vous n'avez pas parce que vous n'êtes jamais venu chez nous. Parce que vous savez pas, quand il est 23 heures et que notre bébé il pleure et que nous on est démunis et qu'on dit qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il faut que je change le lait? Est-ce qu'il faut que je change l'eau? Est-ce qu'il faut que je change une couche? Est-ce qu'il faut que je le masse? Est-ce qu'il faut faire ci? Est-ce qu'il faut faire ça? Tout ça, ils le savent pas. Donc, il faut, voilà, les parents, imposez-vous. Imposez-vous, mais pas n'importe comment. Enfin, je veux dire, c'est pas... voilà, faut quand même toujours rester, bien sûr... faut forcer l'échange. Mais je pense sincèrement quand même que depuis 18 ans, puisque je peux parler de mon expérience d'il y a 18 ans, tous ces professionnels de santé ont aussi axé et développé l'écoute, l'échange avec les familles, quelle que soit la pathologie. Parce qu'on vient de loin quand même, on vient de ouf. C'est monsieur le docteur, bonjour monsieur le docteur. Alors moi je les appelle jamais docteur, bonjour monsieur, parce qu'avant d'être docteur ils sont un monsieur ou une dame, voilà, parce que moi on m'appelle pas par mon titre professionnel, on m'appelle madame, donc voilà. Et les bébés, j'ai envie de tous les prendre et de leur faire des câlins et de leur dire qu'on va jamais les abandonner et qu'il y aura toujours une Sylvie, qu'il y aura toujours une Florie, qu'il y aura toujours plein de gens pour améliorer leur quotidien en participant à la recherche. On ne peut que participer financièrement. Mais à la fois dire qu'on peut participer que financièrement, c'est super réducteur. Et si on le fait pas, il n'y a pas de recherche. Ouais, pas de recherche. Donc c'est le nerf de la guerre. Donc voilà. Après, les jeunes adultes, faites attention à vous. Si vos parents vous disent ne bois pas de coca, tu bois pas de coca. C'est pas juste pour t'embêter. C'est juste que tu t'en bois un, mais t'en bois pas 1,5 litre, quoi. Voilà, parce que demain tu vas le payer. Donc il faut être conscient et il faut pas être gêné, il faut pas s'isoler en fait. Alors c'est sûr qu'être un ado. Quand on est ado, on n'a pas envie de parler de ça, mais finalement, le gamin qui est diabétique, il n'a pas envie d'en parler non plus. Et il faut vivre votre vie d'ado, et voilà. Et puis, vous bougez-vous, quoi. Bougez-vous, les parents, les membres du bureau, les bénévoles super actifs. Allez-y. Regarde ce qu'on fait. Continuez. Ouais, c'est génial. C'est génial, vraiment. Regarde où nous sommes. Et justement, tu l'as dit, j'allais te dire, et aux filles du bureau, qu'est-ce que tu leur dis? Mais bougez-vous donc. Alors, bougez-vous, je suis là, je suis toujours là. Je suis plus là, mais je suis quand même là. Elles le savent, le savent. Oui, c'est plus mon nom sur le papier. Mais tu seras, c'est toi la maman. Je suis toujours là, un petit peu en veille comme ça, et s'il y a besoin, vous sonnez, je vous réponds, mais je vous laisse la place. Enfin, allez-y, allez-y. Moi, tu laisses du neuf, mais tout en étant là. C'est ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Sylvie. Franchement, ça n'a pas été le podcast le plus court, ça c'est clair. Mais en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de te parler et puis en plus d'apprendre aussi à connaître toute cette trace que tu as laissée et qui est merveilleuse parce que finalement, nous, et on en a parlé encore récemment avec Florie et les filles du bureau, c'est cet asso qui nous a sauvés, c'est cet asso qui nous a tendu la main. Et franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait parce que tu n'as fait que du bien. Ouh là 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 là. Merci, Justine. Alors, en fait, c'est très, très drôle parce que quand vous avez commencé à faire les podcasts, je trouvais ça extraordinaire, je trouvais ça génial. Et quand Florie me dit Sylvie, on voudrait que tu participes, je me dis non, je n'avais pas envisagé et je voyais pas en fait ce que j'allais pouvoir apporter. Et donc j'ai répondu à Florie, j'y pense, je sais pas. Alors là, je sais pas. Là, tu me prends de court et je sais pas. Et après, j'ai effectivement compris qu'il fallait que je vienne pour vous remettre les clés, en fait. Aussi. Pour fermer cette aventure. Et cette très belle aventure que tu suivras toujours. Cette très belle aventure. Et hier, avant de venir, j'ai relu 10 ans de cartes postales, de petits mots griffonnés sur un post-it. Et je voudrais dire à toutes les familles que j'ai tout gardé. Et ça, je ne transmets pas. Eh ben non, mais... Je vous donne les relevés bancaires, mais tous ces petits mots, ils sont à moi et ils seront que à moi. Et c'est la plus grosse richesse du monde. Et j'ai beaucoup pleuré hier après-midi encore. Je savais qu'aujourd'hui, j'allais pleurer. Mais voilà, pour moi... C'est quand même très forte. Pour moi, c'est vraiment la fin. Là, ça y est, je vous donne les clés et c'est fini. Eh bien, Madame Touzé... Merci beaucoup parce qu'en tout cas, c'est avec de très jolis mots et des yeux qui brillent, mais ça, on s'en doutait pas. Donc, merci beaucoup pour ce magnifique témoignage et t'inquiète pas que ton 4e bébé
On va le faire grandir. Vous avez intérêt. Je compte sur vous. J'embrasse tout le monde, j'embrasse toutes les familles, j'embrasse tous mes hirschous. Ça, c'est quelque chose, c'est... Les hirschous, pour ceux qui ne savent pas, c'est moi qui ai inventé ce mot. C'est les bébés, c'est les enfants malades, c'est les bébés, c'est mes petits choux, c'est mes petits hirschous, voilà. Et ça, j'y tiens, ça je le revendique, ça c'est moi. C'est à moi, c'est les hirschous, c'est moi. Eh ben, merci beaucoup Sylvie et gros bisous. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'entendre Sylvie. Sylvie qui incarne cette force discrète mais essentielle, celle qui naît dans l'épreuve et choisit de transformer la maladie en engagement. La douleur en action et l'isolement en lien. Par son parcours, sa vision et son humanité, elle a ouvert des chemins, créé de l'espoir et rappelé à chacun que, même dans les tempêtes, la lumière peut circuler. Le prochain épisode vous fera découvrir l'histoire de Gabriel, qui lui a 10 ans. Il est atteint d'une forme courte de la maladie, racontée avec pudeur et courage par sa maman Nathalie. Merci à toute la communauté pour votre présence et votre soutien. Vous nous donnez une force immense en likant, partageant et commentant chaque épisode. Une cagnotte est également disponible pour nous aider dans nos déplacements et dans le matériel nécessaire aux enregistrements. Chaque geste compte et permet à ces histoires de continuer à être racontées. Merci à vous. À très bientôt. Petit Hirschsprung devient dragon.